matin. C'est Manuel Bompard, le député La France Insoumise des Bouches-du-Rhône. Est-ce qu'il sortirait les casseroles? On aura la réponse avant 9h. À tout à l'heure. Et à demain. Il est 8h33 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Manuel Bompard. Bonjour. Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions. Vous êtes le député La France Insoumise des Bouches-du-Rhône. Une situation assez explosive sur le terrain avec chaque déplacement qui désormais est compliqué, voire même empêché. Hier, le ministre de la Santé était sur le terrain à Poitiers. Il a été accueilli par des casseroles. Le ministre de la Justice, lui, était dans la Sarthe. Il a été accueilli par des casseroles. Le ministre de l'Éducation était à Lyon. Déplacement très compliqué à chaque étape de son déplacement. Et puis alors un retour quasiment empêché. Pape Ndiaye qui a été contraint de rester cloîtré dans son train à quai, parce qu'une foule très en colère l'attendait au bout du quai et l'empêchait de descendre. Il a fini par être littéralement exfiltré. C'est bien ça, Manuel Bompard? C'est les conséquences de la volonté et de l'entêtement du président de la République. Il y a une opposition très forte à la réforme des retraites qui s'est exprimée dans ce pays depuis maintenant plusieurs mois. Elle s'est faite dans des manifestations très larges, calmes, démocratiques. Et aucun des messages qui ont été portés dans ces manifestations ont été entendus. En face, vous avez un président de la République qui a décidé de passer en force en utilisant tous les leviers de la Ve République pour imposer à un peuple qui n'en veut pas cette réforme. Et donc, il est normal que le peuple cherche des moyens pour exprimer sa colère. C'est ce qu'il fait. Jusqu'à ce que le président de la République commence à entendre le message et bouge. Et qui t'a bloqué comme ça, des ministres dans un train? Je crois que qu'il y ait des rassemblements sur les lieux de présence des ministres, ça participe des moyens démocratiques qui existent pour que les Françaises et les Français puissent exprimer leur colère. Écoutez, ce qu'il faut comprendre, parce qu'on peut, si vous voulez, jeter pendant des semaines et des semaines des cris d'orfraie en disant « Mon Dieu, il y a des gens qui vont manifester ». Si, j'ai entendu des... Écoutez, j'ai entendu... Ceux qui étaient franchement, j'ai entendu... Attendez, regardez. Vous n'allez pas reprocher à ce qu'on entende ces cris, à ce qu'on regarde ces cris, à ce qu'on regarde ces casseroles. C'est pas eux que je m'en prends. Je dis que si on veut sortir de cette situation, il faut proposer une issue qui soit une issue politique, démocratique. Sinon, ça va continuer comme ça pendant des semaines et des semaines. Et on va essayer de comprendre. Mais enfin, moi, je voudrais savoir quel est votre point de vue sur cette situation et si vous trouvez que c'est bien et si vous trouvez qu'il faut que ça continue. Bien sûr. Je parle de cette histoire des casseroles, mais je parle aussi des réactions. D'ailleurs, ce matin, le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, à propos de ces manifestants, de ceux qui, notamment hier, à plusieurs étapes de la journée de Pape Ndiaye, l'ont attendu avec les casseroles, il dit « Aller de 14h à 17h, en pleine journée, en pleine semaine, attendre un ministre », il sous-entend que c'est pas tout à fait ceux qui travaillent, puisqu'ils ont le temps d'attendre. Il dit, par opposition, qu'il pense, lui, aux Français qui se lèvent le matin et qui vont bosser. Et à propos donc de ceux qui attendent, comme il dit, de 14h à 17h en pleine journée, en pleine semaine, un ministre, il dit qu'il s'agit de militants, de militants syndicaux et d'ultra-gauche, par opposition donc à ceux qui se lèvent le matin pour aller bosser. Si les opposants au passage en force d'Emmanuel Macron sont d'ultra-gauche, j'ai le regret d'informer Monsieur Attal que selon le sondage que vous avez publié ce matin, il y a presque 2/3 des Français qui sont d'ultra-gauche. Donc il faut être un peu sérieux et un peu raisonnable, qui disent que la bataille doit continuer, que la mobilisation doit continuer. Que la réélection d'Emmanuel Macron. Bon, écoutez, il faut être un peu sérieux, un peu raisonnable. Les gens qui manifestent aujourd'hui leur opposition, ils s'amusent pas. Ils auraient mieux à faire que d'aller à l'endroit où le ministre vient pour son déplacement. Gros, mais bien évidemment que c'est une France qui bosse. Il y a les casseroles et puis il y a ceux qui les tiennent. Et ceux qui le tiennent, c'est ceux qui font tourner le pays. C'est ceux qui se lèvent tôt le matin. C'est ceux qui arrivent à 62 ans et qui sont fatigués, qui sont épuisés, qui ont le dos cassé, qui n'ont pas envie de travailler 2 ans de plus parce qu'ils n'en ont pas la possibilité. C'est parfois des jeunes qui ont vu leurs parents arriver à 62 ans et pas pouvoir travailler 2 ans de plus, qui l'ont vu de leurs propres yeux. Faut pas mépriser les gens comme ça tout le temps, parce qu'à la fin, ça crée encore plus de colère. Donc, à un moment, il faut être raisonnable. Il y a une opposition qui est très forte dans ce pays à cette réforme. Il faut l'entendre. Et l'entendre, ça veut dire proposer une issue démocratique. La légitimité politique, c'est pas une formalité administrative. Elle est consentie. C'est-à-dire qu'il y a des élections. C'est-à-dire qu'il y a une démocratie sociale. Et qu'on dit, bon, c'est pas mon point de vue, mais
comme c'est eux qui ont gagné, on va les laisser faire. Mais quand l'élection, elle se fait dans des circonstances qu'au deuxième tour de l'élection, on gagne face à l'extrême droite. Quand il y a une réforme qui, depuis 3 mois, voit 70% des Français s'y opposer. Quand il y a l'ensemble des organisations syndicales qui s'y opposent. Quand il y a des manifestations les plus puissantes dans ce pays depuis 30 ou 40 ans. Non, ça justifie le fait que le président de la République doit entendre ça et pas passer en force. Voilà ce que ça justifie. Et donc, ne vous étonnez pas ensuite que si vous avez un président de la République qui dit circuler, il n'y a rien à voir, on va passer à autre chose, les gens, ils utilisent les moyens à leur disposition pour exprimer leur colère. Et les moyens à leur disposition, c'est de regarder où vont les ministres et puis d'y aller et puis de dire, si c'est comme ça, on va pas vous laisser continuer. Voilà comment ça se passe. Donc, si je comprends bien, moi je les soutiens et je les encourage. Voilà, je suis très clair. Moi, je les encourage, je leur dis continuez, lâchez rien, la bataille continue et au bout d'un moment, ils vont être obligés de céder parce qu'ils vont plus pouvoir continuer comme ça. Voilà, c'est une bataille d'usure qui est engagée. Le président de la République a dit j'ai 100 jours, et en face il faut qu'ils s'attendent à 100 jours de mobilisation. Il y en a une qui ne s'est pas du tout écrasée hier, c'est la ministre de la Culture. Elle était à la cérémonie des Molières, c'est-à-dire les Césars du milieu du théâtre, et elle a été alpaguée sur scène par un certain nombre d'acteurs. Madame la ministre, nous ne sommes pas des chiens ni des chiennes, nous ne rentrerons pas à la niche et vive les casserolades. Voilà l'échange. Madame la ministre, nous ne sommes pas des chiens. Ni des chiennes. Et nous ne rentrerons pas à la niche. Alors, à mes frères et à mes sœurs de lutte, que la lutte continue. D'habitude, le rôle du ministre, c'est de rester assis à rien dire, mais là, c'est pas possible. Vous avez une ministre à la tête de ce ministère qui a obtenu le budget historique le plus haut, plus 7% par rapport à l'année dernière. Inflation, facture d'énergie, j'ai débloqué des aides exceptionnelles, vous le savez, certains syndicats sont là. Le 7 février, on avait une réunion, vous avez demandé à la reporter. On l'a reportée au 16 mars. Vous n'êtes pas venu, vous avez demandé à la reporter. Elle est reportée au 27 avril, c'est jeudi. Vous avez encore demandé à l'annuler. Il est encore temps de changer d'avis, je suis là, ma porte est ouverte. Et bonne soirée à tous. La ministre de la Culture qui a fini par être applaudie, Rima Abdul-Malak. Honnêtement, quand elle décrit des situations où les réunions sont jour après jour annulées par les syndicats, qui eux-mêmes ensuite vont être adoubés par les acteurs qui disent « bah oui, il faut continuer la lutte », elle a raison. Je vois pas de quoi elle a raison. Elle a décrit une situation de dialogue social. Moi, je suis pas à l'intérieur de ces négociations, mais je crois que les personnes qui se sont exprimées sur la scène ont exprimé là aussi leur opposition à cette réforme des retraites. Quand elle répond que honnêtement les aides ont été là pour. Oui, mais c'est pas le sujet en fait de l'interpellation. Le sujet de l'interpellation, c'est cette réforme des retraites qui va impacter en particulier les acteurs culturels, parce que vous le savez comme moi, c'est souvent des gens qui ont un statut. Pas tout dans le ah non, attendez, c'est qui ont un statut d'intermittents du spectacle, qui fait qu'ils ont souvent des carrières discontinues et des carrières hachées, et donc pour qui le fait de passer l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans va agir en quelque sorte comme une double peine. C'était le sujet de l'interpellation. Elle répond à côté du sujet. Elle répond que pendant le Covid, il y a eu des aides pour la culture, mais très bien, mais c'est pas le sujet. Très largement accompagnés en France. Mais vous avez déjà vu on vous parle de la réforme des retraites, Apolline de Malherbe. Oui, vous entendez que les gens ils sont opposés. Non, vous parlez de la réforme des retraites, mais Emmanuel Bompard, vous dites la double peine, comme si c'était l'État qui voulait qu'ils soient dans une situation d'intervention. Non, leur situation particulière. L'État les soutient et les accompagne. Mais pas suffisamment. Il y a beaucoup de précaires dans la culture qui devraient être titularisés. Il y a un budget en matière de politique culturelle qui est trop faible. Si vous voulez, on peut parler de politique culturelle. Mais là, en l'occurrence, le sujet de l'interpellation, c'était la réforme des retraites. Je vous ai fait un certain nombre de propositions. Par exemple, augmenter le budget de la culture pour que ça soit 1% du PIB. C'était un engagement que nous avions pris pendant la campagne présidentielle. J'aimerais qu'il soit suivi des faits et que le président de la République le mette en œuvre. Mais là, en l'occurrence, le sujet de l'interpellation, c'était la réforme des retraites. Et donc, y compris sur la réforme des retraites, oui, les acteurs de la culture et les intermittents du spectacle en particulier vont être impactés par cette réforme. Et donc, c'est normal qu'ils puissent aussi exprimer leur opposition. Il y a les casseroles et il y a les coupures de courant. La CGT qui a coupé l'électricité sur les lieux des déplacements d'Emmanuel Macron, un collège, l'aéroport de Montpellier, mais également des sortes de dommages collatéraux, ce qui n'était pas la volonté visiblement de la CGT, mais ce qui a été aussi la réalité. Je voudrais que vous écoutiez les propos de Sophie Binet hier matin à ce même micro, mais également ceux de la CGT Énergie juste après. La coupure d'électricité de la clinique, c'est pas du tout la CGT. Nous, quand on fait des actions, d'abord, on les organise de façon ciblée. Donc, la clinique n'a rien à voir avec Emmanuel Macron et on coupe jamais l'électricité dans des établissements de santé. Oui, il y a eu à certains endroits des bâtiments de santé qui ont eu des coupures, mais il faut quand même pas oublier que c'est souvent des coupures qui sont très très courtes. Ça se compte en secondes. Est-ce que
s'opposer politiquement, ça veut dire aussi aller jusqu'à prendre des risques. Non mais Apolline de Malherbe, faites pas l'enquête avant qu'elle ait eu lieu, puisque manifestement il y a une enquête qui a été ouverte. Vous non avez mais il la l'a revendiqué. Hein. Non, il l'a revendiqué. Il s'agit de Fabrice Coudour qui revendique. Écoutez, la dernière fois qu'on nous a fait ce coup, on s'est rendu compte, en tout cas c'est ce que disaient les organisations syndicales, que ça avait été une erreur de remise en route du courant de la part des opérateurs qui avait impacté un établissement hospitalier et pas du tout l'organisation syndicale qui avait mis en place cette coupure. Je ne sais pas, je ne connais pas les circonstances de cette situation. Un responsable CGT qui lui-même reconnaît. Non, il n'a pas reconnu. Il a dit que ça pouvait arriver que dans certains cas de figure, si j'en crois l'extrait que vous venez de démontrer, on l'a eu sur la longueur, il était l'invité de Bruce. D'accord, très bien. Mais j'entends aussi Sophie Binet qui dit que c'est pas le cas. Donc moi, je ne sais pas qui croire, je n'en sais rien. Mais vous ce qui me paraît, non mais attendez, ce qui me paraît certain et évident, c'est que aucune organisation syndicale, aucun salarié, quand il se livre à ce type d'action, n'a l'intention de faire en sorte que ça puisse impacter. C'est évidemment pas la cible. Eh ben non, il faut pas qu'il y ait de risque et il faut cibler ces initiatives pour que elles impactent bien évidemment pas des établissements de santé, parce que bien évidemment personne n'est favorable à ça. Voilà. Mais là, en l'occurrence, je ne sais pas le cas de figure, puisque manifestement il y a une enquête qui va être ouverte. Écoutez, franchement, je sais qu'à chaque fois qu'il va y avoir des initiatives, moi je vous ai fait un certain nombre de propositions. Je peux les refaire ici si vous voulez. Il y a une première solution très simple, c'est de dire: écoutez, d'accord, je n'applique pas cette loi. Ça a déjà été fait. La loi sur le contrat première embauche avait été promulguée par le président de la République, Jacques Chirac, et n'avait pas été appliquée. Le président de la République, Emmanuel Macron, s'il veut permettre qu'on revienne à une situation la plus normale possible, peut dire voilà, bon, je l'applique pas parce que manifestement il n'y a pas de consentement à cette loi dans ce pays. S'ils préfèrent le traiter de manière démocratique, qu'ils soumettent le texte à un référendum, il peut en prendre l'initiative. Dans son interview au Parisien, il dit: on fera un référendum, mais pas maintenant, demain. S'il est d'accord demain, pourquoi pas tout de suite? Bon, donc ça c'est une deuxième solution. Il répond aussi d'ailleurs qu'il demande à ses ministres d'aller sur le terrain. D'abord, il dit que lui, il continuera à y aller. Oui, mais aujourd'hui, ça va continuer. Et il dit à ses ministres de continuer à y aller. Au moins, ils se défaussent pas. Mais le problème, c'est pas qu'il aille sur le terrain, qu'il aille pas sur le terrain, c'est pas le sujet. La question, c'est pourquoi faire, pour dire quoi, et comment on sort de cette situation. S'il le fait pas, au bout d'un moment, c'est sa propre personne qui va commencer à être mise en cause. Jean-Luc Mélenchon a dit la phase de destitution a commencé. La phase dégagiste, je crois qu'il a utilisé, ou destituante sans doute comme terme. Clairement, au fur et à mesure que le président de la République s'entête, ce qui était initialement une crise liée à une réforme, celle des retraites, a pris une proportion beaucoup plus importante et ça devient une crise démocratique. Je reprends les termes de Laurent Berger, voire peut-être même une crise de régime. Et la question de la Ve République aujourd'hui est mise en accusation, puisque les gens se disent: mais comment ça se fait que les institutions permettent à un homme seul de décider contre quasiment le pays tout entier? Et vous appelez à la 6e République. Et donc la question qui est posée, c'est comment on a des institutions qui permettent d'avoir davantage de pouvoir citoyen. Et sur ce sujet aussi, le président de la République s'entête. Sur la question des impôts, sur la question du pouvoir d'achat, sur la question des impôts d'abord, le Bercy sort aujourd'hui une sorte d'application où on va pouvoir voir où vont nos impôts. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que les impôts sont suffisamment bien utilisés? Et là, je pense à la question des services publics. On voit qu'il y a beaucoup de difficultés. Est-ce qu'il faut resserrer les vis? Est-ce qu'il faut plus d'efficacité? Comment vous les utilisez? Il n'y a pas suffisamment d'investissement dans les services publics aujourd'hui. Il suffit d'aller, par exemple, d'avoir un problème de santé dans une zone rurale ou dans un quartier populaire. Il s'agit d'aller dans un certain nombre d'établissements scolaires où vous verrez bien que les investissements en matière de services publics sont pas suffisants. Donc on peut discuter de la question de comment sont utilisés les impôts. Mais la question, c'est toujours le débat avec Monsieur Attal et c'est incroyable. C'est-à-dire quand vous proposez un impôt qui soit plus progressif, c'est-à-dire qui va donc se traduire pour certaines catégories de la population pour une augmentation d'impôts, mais pour l'immense majorité d'entre elles pour une baisse d'impôts, vous voulez augmenter les impôts. Nous proposons une réforme fiscale dans laquelle 92% des Françaises et des Français vont voir leur impôt baisser. Et il y en a seulement 8% qui vont voir leur impôt augmenter. Vous n'augmenteriez pas forcément. Et il y aurait 20 milliards d'euros de recettes fiscales supplémentaires. Mais vous ne toucheriez pas les mêmes portefeuilles. Mais il faut un impôt qui soit un impôt véritablement progressif. Je vous renvoie aux travaux d'un certain nombre d'économistes, comme Monsieur Piketty par exemple, qui démontrent qu'aujourd'hui en France, il n'y a pas de justice fiscale, que les plus hauts revenus bénéficient d'exonérations, d'impôts, etc., qui font qu'à la fin, ils payent, même en proportion de leurs revenus, moins d'impôts que par exemple les classes moyennes. Donc ça, c'est une situation qui est insupportable. Donc la question, c'est pas de monter
montrer sur une application comment ils sont utilisés, c'est de rétablir de la justice fiscale en rétablissant par exemple l'impôt de solidarité sur la fortune. On a fait cette proposition à l'Assemblée nationale. Madame Le Pen et Monsieur Macron ont voté contre, en faisant en sorte de revenir sur la flat tax et l'impôt sur la mauvaise taxation sur le capital qui favorise les plus riches. Bon, et donc d'avoir de la justice fiscale, c'est ça qui devrait être à l'ordre du jour aujourd'hui. Et sur la question du pouvoir d'achat, dans une interview au journal Le Parisien et au lecteur du Parisien hier, Emmanuel Macron, à propos d'une question sur le pouvoir d'achat, dit bon, ça va continuer à augmenter. Le problème, c'est pas tant ça, c'est les salaires, et il demande aux entreprises et aux partenaires sociaux de faire en sorte que le travail paye mieux. Vous avez fait un lapsus intéressant, vous avez commencé à dire ça va commenter. Mais c'est vrai, le président de la République, son rôle, c'est pas de commenter. C'est de faire quelque chose. Il nous dit ouais jusqu'à l'été ça va être compliqué. Bon mais la question c'est pas jusqu'à l'été ça va être compliqué, c'est qu'est-ce qu'on fait. Donc oui les salaires, mais alors pourquoi il augmente pas le SMIC de manière supplémentaire par rapport à ce qui a été fait ces derniers mois. La réponse sur le pouvoir d'achat, ce serait l'augmentation du SMIC. Augmentation du SMIC, convoquer une conférence sur les salaires entre les organisations syndicales salariées et les organisations patronales pour augmenter tous les salaires. Pourquoi pas indexer les salaires sur l'inflation. Aujourd'hui, le président de la République et sa majorité disent on est les meilleurs élèves en Europe sur l'inflation. D'abord, c'est plus vrai. Ça a été vrai à un moment où l'inflation était plus faible en France qu'ailleurs, mais c'est pas le sujet. La question, c'est pas l'inflation. La question, c'est l'augmentation des revenus comparativement à l'inflation. Et en France, on est dans une des pires situations en Europe, c'est-à-dire qu'on a une inflation de 6% et que nos revenus augmentent à peu près en moyenne sur l'année de 3%. Donc c'est une baisse de pouvoir d'achat. Sur les salaires, c'est un peu ce qu'il fait. Alors il l'appelle pas comme ça, mais enfin quand il dit je demande aux partenaires sociaux et aux entreprises de s'emparer de cette question-là. Oui, mais lui, il demande, c'est toujours pareil. Il faut prendre une initiative. Mais non, mais bien sûr que si. Comment on a organisé en France, dans ce pays, à combien de reprises on a dit on va faire une conférence nationale sur les salaires, je vais inviter les représentants du patronat et les représentants des syndicats de salariés au ministère, on va en discuter, on prend une initiative politique. C'est comme sur la question des... Vous pensez qu'à vous, il vous répondrait. Quand vous entendiez tout à l'heure la ministre de la Culture... Ils n'ont pas le choix. La ministre de la Culture qui dit mais moi j'ai eu des rendez-vous, je vous ai convoqué tel jour, on avait rendez-vous tel jour, vous avez reporté tel jour, vous avez reporté tel jour, vous avez reporté, et vous avez encore et encore reporté. Pourquoi avec vous il ferait pas pareil? Mais parce que moi j'aurais pas fait, nous on n'aurait pas fait la réforme des retraites. Enfin si les gens n'ont plus envie d'aller leur parler. Mais vous savez ça, attendez, on trouve toujours plus révolutionnaire que non, Manuel Bompard, je voudrais vous donner un exemple changez pas de sujet. Ça fait depuis 3 mois que les organisations syndicales avaient demandé à être reçues. C'est le président de la République qui a refusé de les recevoir. Donc maintenant il peut dire oui, vous voulez pas venir nous parler. C'est exactement le même sujet. Je voudrais vous parler des universités. Vous l'avez vu, l'université de Caen a été pour une partie saccagée. Elle est d'ailleurs hors d'usage jusqu'en septembre. À Toulouse, vous avez l'université Jean Jaurès qui a d'abord été occupée par des étudiants pour protester contre la réforme des retraites. Exactement le sujet dont nous parlons ce matin, Manuel Bompard. Donc, occupée pour protester sur la réforme des retraites avec notamment l'Union des étudiants communistes. Sauf qu'ils ont été débordés par plus révolutionnaires qu'eux, et désormais il y a des contestataires qui occupent jour et nuit le bâtiment. Ils en ont fait une sorte de ZAM, c'est comme ça qu'ils l'appellent, c'est-à-dire zone autogérée du Mirail. Il y a des étudiants souvent masqués qui doivent frapper à la porte du bâtiment pour pouvoir rentrer, et leur demande c'est qu'il y ait un 10/20 systématique. Ils ont déchiré des copies, brûlé des copies. La présidente de l'université parle de vandalisme, d'actes révolutionnaires, et les étudiants communistes eux-mêmes en sont venus à demander un appel au calme. Est-ce que vous ne redoutez pas qu'en ouvrant la porte de la colère, vous vous retrouviez exactement dans cette situation? Non, mais si vous voulez pas vous retrouver... D'abord, j'ai pas très bien compris le lien avec le sujet précédent, mais c'est pas grave, je vais quand même répondre à votre question. Ah, vous voyez pas le lien? Non, pas avec le sujet dont on était en train de discuter, qui était de savoir si les organisations syndicales répondraient à une sollicitation de la France Insoumise pour une conférence sur les salaires. Mais c'est pas grave, Apolline de Malherbe, je vais vous répondre quand même. J'ai compris que vous avez envie de faire passer tous ceux qui se mobilisent pour des sauvages, mais c'est pas le cas. Vous pouvez dire une chose pareille. Attendez, je vous arrête depuis le début, il y a ceux qui se mobilisent. Est-ce que c'est quand même pas un peu violent? Ceux qui vont faire des coupures d'électricité sur les déplacements du Premier ministre. Mais ce genre de situation, mais moi je veux une Apolline de Malherbe, franchement. Que les étudiants puissent pas aller travailler, ça vous inquiète pas? Moi je veux une situation Je veux une situation dans laquelle le pays est apaisé. Si vous voulez une situation dans laquelle le pays est apaisé, il faut arrêter en permanence de pointer du doigt ceux qui expriment leur colère et s'opposent, et il faut écouter toutes celles et ceux qui s'expriment de manière démocratique.
En fait, vous nous reprochez de les pointer du doigt. Mais non, je vous reproche rien, Apolline de Malherbe. Si, à l'instant, je vous dis juste que juste. je passé tout le monde pour les sauvages, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que c'est pas grave, c'est votre rôle. Mais depuis le début de cette interview, en permanence, vous cherchez le débordement alors que vous avez une mobilisation depuis 3 mois qui est historiquement calme, pacifique, déterminée. Donc je me permets d'insister sur ce sujet. Voilà, le prenez pas mal. C'est pas contre vous. Non, je vous dis juste. Vous ne le redoutez pas, Manuel Bompard, parlons-en très calmement. Est-ce que vous ne redoutez pas? Est-ce que l'histoire ne vous a pas appris qu'en ouvrant la porte de ce genre de violence, il y avait toujours un risque de trouver plus violent que soi? Mais il n'y a pas de violence aujourd'hui dans la mobilisation qui s'exprime contre le président de la République et contre la réforme des retraites. Et si on veut justement qu'on ne se retrouve pas avec des gens qui se disent la solution c'est la violence, ce qui n'est pas ma volonté, pour que les choses soient très claires, si on veut pas se retrouver dans cette situation, alors il faut pas couper l'ensemble des canaux démocratiques qui permettent à la colère de s'exprimer. Parce que si vous êtes dans une maison, que vous fermez tous les issues et que vous mettez le feu à l'intérieur, oui, à la fin ça brûle. Bon, donc la question qui nous est posée, c'est comment on fait en sorte de réguler une situation de blocage par une voie démocratique. Et donc, soit en reculant et en disant, on va rediscuter, soit en disant, trancher, puisque manifestement, il y a un désaccord. Voilà comment j'aimerais qu'on règle la situation. Avec notamment la situation et la solution du référendum. Merci Manuel Bompard d'être venu répondre à mes questions ce matin. Je rappelle que vous êtes député La France Insoumise des Bouches-du-Rhône.